La vaccination et l'immunothérapie. Essayons de comprendre dans un premier temps ce que signifie vaccination et ensuite nous parlerons de l'immunothérapie. Avant de comprendre ce que signifie vaccination, vaccin, il y a un certain nombre de choses à aborder d'abord pour mieux comprendre ensuite. Disons que la vaccination, son principe est basé sur le fait que le système immunitaire est doué de mémoire immunitaire. Globalement, ça veut dire que si vous injectez un antigène dans le corps humain, par exemple, si cet antigène ne fait pas partie du corps humain, il sera détecté par les acteurs du système immunitaire et il y aura une mise en mémoire de cet antigène afin que si cet antigène par exemple est dangereux, eh bien le corps soit capable, grâce à son système immunitaire, eh bien de le détruire non seulement lors du premier contact, mais également plus tard, si jamais il y a une réactivation de cet antigène dans le corps. Donc cela concerne évidemment beaucoup de maladies, puisque il y a en nous ce que l'on appelle le soi, et il y a à l'extérieur d'un corps le non-soi. Donc l'enjeu pour notre corps est de reconnaître le non-soi de manière à nous protéger contre certaines agressions dues par exemple à des virus, à des bactéries, des parasites, des champignons microscopiques. Alors nous allons essayer de comprendre quels sont, ou de repérer en tout cas quels sont les acteurs du système immunitaire qui vont faire que il y aura une mémoire immunitaire. Donc quels sont les supports et quelles sont les caractéristiques de cette mémoire immunitaire. Alors nous allons commencer par étudier un graphique. Un graphique que tout le monde peut trouver sur Internet. Il s'agit du taux plasmatique d'anticorps en fonction du temps suite à l'injection d'antigènes. Donc on prend une souris, des animaux de laboratoire. On injecte à une souris un antigène que l'on va appeler antigène A. Donc l'antigène A ne fait pas partie de notre corps et si on l'injecte dans notre corps, le système immunitaire va réagir. Alors dans le système immunitaire, nous avons vu dans d'autres cours qu'il y a deux phases. Une réaction immunitaire innée et une réaction adaptative. Au temps t égale 0, et sachant que l'on fera les mesures du taux d'anticorps jusqu'au jour 100, eh bien au temps t égale 0, on injecte l'antigène A. Donc il y a un premier contact du corps humain avec l'antigène A. Première ligne de défense, le système immunitaire inné. Donc une série de réactions vont se mettre en place correspondant globalement à une inflammation. Donc le jour 0, premier contact avec l'antigène, et que se passe-t-il? On essaie de regarder ce qui se passe, mais à travers la mesure du taux plasmatique d'anticorps anti-A dans le plasma. Alors c'est quoi le plasma? Eh bien c'est le sang privé de ces globules rouges. On mesure, pendant 8 jours on mesure, et on n'a pas d'anticorps. Alors évidemment on n'a pas de... On ne sait pas ce qui se passe dans le corps, mais on peut l'imaginer, réaction innée qui se met en place, et sans doute des réactions faites
ou plutôt une action faite par des cellules sentinelles qui vont présenter l'antigène A, lui-même fixé sur une molécule du CMH. Eh bien, donc ces cellules sentinelles vont présenter l'antigène A aux lymphocytes T et B. Donc là, on s'intéressera surtout aux lymphocytes B, puisqu'on mesure le taux d'anticorps et qu'on sait que la transformation d'un lymphocyte B en plasmocyte permet à ce plasmocyte de produire des anticorps. Donc là, la cellule présentatrice de l'antigène A va présenter cet antigène A à un lymphocyte B qui contient des récepteurs spécifiques de l'antigène A. Et donc, cet anticorps membranaire du lymphocyte B va reconnaître l'antigène A. Et que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, si on regarde la courbe, on s'aperçoit que donc le taux plasmatique d'anticorps augmente très fortement du 8e jour au 20e jour à peu près. Donc ça veut dire qu'on a bien des plasmocytes spécialisés dans la reconnaissance de l'antigène A, mais cette reconnaissance est faite en fait par les lymphocytes B. Et donc ces lymphocytes, ces plasmocytes, ont produit des anticorps de manière relativement importante jusqu'au 20e jour, et ensuite cette quantité d'anticorps diminue régulièrement pour pratiquement s'annuler le 50e jour. Donc ça veut dire que la production d'anticorps a été très active de la part de ces plasmocytes jusqu'au 20e jour, donc du 8e jusqu'au 20e, soit à peu près pendant 12 jours. Puis ensuite, du 20e au 50e, la quantité d'anticorps était toujours présente, mais diminuait régulièrement. Donc au bout du 50e jour, on peut imaginer que il n'y a plus de plasmocytes, ou s'ils sont là, en tout cas, ils ne produisent plus d'anticorps, ou pratiquement plus. Et on appelle ça, ce qui s'est passé dans ce système immunitaire adaptatif, eh bien, ça correspond à ce que l'on appelle la réponse primaire. Pourquoi primaire? Eh bien, parce que c'était la première fois que l'organisme entrait en contact avec l'antigène A. Donc, réponse primaire. Réponse de quoi? Eh bien, production d'anticorps anti-A de la part des plasmocytes qui provenaient de lymphocytes spécialisés dans la reconnaissance de l'antigène A. Donc on a eu au départ, suite à l'action de la cellule présentatrice de l'antigène A, une réponse spécifique d'un certain nombre de lymphocytes B, donc qui formaient un clone de lymphocytes B, qui se sont ensuite multipliés de manière très très importante, par mitose, en fait, par division cellulaire que l'on appelait des mitoses, pour former un nombre très important de lymphocytes B reconnaissant l'antigène A. Une grande partie de ces lymphocytes B sont gardés en mémoire, au cas où il y aurait plus tard une deuxième réapparition de l'antigène A, et une autre partie de ce clone de lymphocyte B spécifique de l'antigène A, eh bien, s'était transformé, donc par différenciation cellulaire, s'était transformé en plasmocytes sécréteurs d'anticorps anti-A. Alors, on a une certaine mémoire également de la part de ces plasmocytes, mémoire immunitaire. Alors ça, on le dit, on n'a pas mis en évidence. Donc voilà pour la réponse primaire. Je répète qu'il y a eu d'abord
la réaction immunitaire innée qui a mis en place une stratégie pour essayer d'éliminer l'antigène A. Ça n'a pas marché. Il y a eu des cellules présentatrices de l'antigène A, cellules dendritiques par exemple, qui ont présenté donc l'antigène A aux lymphocytes B, à certains lymphocytes B en tout cas spécifiques de l'antigène A. Donc ça a été une sélection clonale en fait. Et suite à cette sélection clonale, il y a eu une multiplication très importante du nombre de ces lymphocytes B. Une partie va constituer un stock de mémoire, et l'autre partie correspondait à des cellules effectrices qui ont effectué une action, celle de produire des anticorps anti-A. Alors, vous allez me dire, eh bien, au cours de cette réaction primaire, bon, il y a production d'anticorps anti-A, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à l'antigène A? Eh bien, les lymphocytes B, eux, possèdent des anticorps membranaires, et les plasmocytes possèdent des anticorps, ou ont sécrété des anticorps, ont produit des anticorps, grâce à un système génétique qui a permis la production, donc l'expression d'un certain gène a permis la production d'anticorps, qui sont des immunoglobulines en fait. Et puis ces anticorps donc sont sortis du plasmocyte ou des plasmocytes et sont allés dans le milieu extracellulaire, où là ils se sont liés de manière spécifique avec l'antigène A. Donc on a eu une réaction antigène-anticorps qui a formé tout un réseau que l'on appelle le complexe immun. Et ce complexe immun a ensuite été détruit par des cellules phagocytaires qui ont englobé ce système, ce système immun. Donc c'est le réseau formé par l'ensemble des antigènes et des anticorps. Donc il y a une neutralisation des antigènes par les anticorps. Donc anti-A se lie à A. L'anticorps anti-A se lie à l'antigène A. Donc destruction de ces antigènes A. Alors on peut espérer en tout cas que, puisque la quantité d'anticorps diminuait jusqu'au 50e jour, eh bien on peut estimer peut-être que l'antigène A été entièrement neutralisé puis détruit par phagocytose, par des cellules phagocytaires évidemment. Donc ça c'était la réponse primaire. Et puis si on réinjecte l'antigène A le 50e jour, que se passe-t-il? Eh bien si vous regardez bien le graphique, vous voyez que la quantité d'anticorps anti-A augmente de manière très très importante, pratiquement de manière exponentielle. Et ceci sans passer par la réaction immunitaire innée. Ça veut dire que on n'a pas dans ce cas-là de cellules présentatrices qui ont présenté l'antigène à des lymphocytes B. Non, ce sont des cellules mémoire, donc les lymphocytes B mémoire et plasmocytes mémoire, en fait, qui ont réagi tout de suite. Ça veut dire que tout de suite, le corps a été capable de mettre en place les acteurs qui étaient déjà là et qui ont mémorisé l'antigène A. Donc ça veut dire que les lymphocytes B se sont multipliés de manière très importante pour reformer certaines cellules mémoire et transformer une partie de ces autres lymphocytes B en plasmocytes sécréteurs d'anticorps, et ceci de manière très importante. Donc ça veut dire que les cellules effectrices, les plasmocytes, ont réagi de manière très importante pour former très vite des anticorps qui ont pu neutraliser immédiatement l'antigène. Alors pas immédiatement, mais disons de manière très rapide,
puisque la quantité d'anticorps anti-A était à son maximum le 80e jour. Donc ça veut dire qu'entre 50 et 80 jours, donc 50e jour c'est le jour de la réinjection de l'antigène A, eh bien la quantité d'anticorps a augmenté de manière très importante. Donc ça veut dire que la réaction adaptative était très efficace. La mémoire immunitaire qui s'est mise en place lors de la réaction primaire a permis, lors de la réaction secondaire par rapport à l'antigène A, et donc en relation avec la production d'anti-A, eh bien, a été beaucoup plus efficace. Ça veut dire que le vaccin, on peut imaginer ce que c'est, eh bien, c'est injecter un antigène A par exemple, et puis ensuite faire un rappel au bout d'un certain temps, par exemple là le 50e jour, de manière à ce que le corps se souvienne et réagisse beaucoup plus rapidement que par rapport à la réaction primaire. Le corps a gardé la mémoire immunitaire de l'antigène A. Donc c'est globalement le principe de la vaccination. Alors évidemment, lorsque l'on vaccine, on ne met pas par exemple une bactérie pathogène. On ne donne pas la maladie à la personne, mais on donne par exemple des fragments de bactéries, des molécules antigéniques, par exemple, ou des petits morceaux des petites protéines virales, par exemple, des choses comme ça. Bon, il y a plusieurs façons d'injecter un antigène au corps humain, par exemple. En tout cas, on injecte quelque chose qui ne soit pas pathogène. Mais ça rend la personne peut-être un petit peu malade ou avec quelques effets secondaires, mais qui ne sont pas bien méchants par rapport à ce qui aurait pu être si c'était vraiment la maladie qui s'était développée dans le corps humain suite par exemple à une infection par une bactérie ou un virus très pathogène. Donc voilà, donc au bout de 100 jours, même au bout de 100 jours, la quantité d'anticorps restait très importante. Donc ça veut dire que pendant 50 jours, la quantité d'anticorps était constante. Enfin, pas constante, mais passée par des phases où la production était très importante, puis on a eu un maximum, puis une diminution très lente au-delà du 100e jour. Donc ça veut dire qu'il y a eu deux réponses, une réponse primaire, une réponse secondaire, suite à l'injection de l'antigène A à un temps t égale 0, puis à un temps t égale 50 jours. Donc, 30 et 30 égale 60, donc en 2 mois, à peine 2 mois, on peut faire un rappel pour certains vaccins. Quelquefois c'est un petit peu plus, quelquefois c'est un petit peu moins. Bon, là c'est simplement un exemple. Donc en étudiant l'évolution du taux plasmatique d'anticorps après différents contacts antigéniques, eh bien on s'aperçoit que la mémoire immunitaire permet de se protéger contre certains éléments pathogènes. Alors à noter que si par exemple le 50e jour on injecte à cette même souris un anticorps, enfin un antigène B, eh bien le même principe s'applique relatif à la réponse primaire. Ça veut dire qu'au départ, on a du 50e jour jusqu'au 58e jour une réaction immunitaire innée, puisque l'antigène A est différent de l'antigène B. Donc, et si le corps n'a jamais été en contact avec l'antigène B, eh bien le même principe s'applique. Ça veut dire réaction immunitaire innée, cellule présentatrice de l'antigène B au lymphocyte B par exemple, et réaction primaire, donc ça veut dire production d'anticorps anti-B pendant un certain temps, enfin, augmentation relativement importante, puis diminution de la quantité d'anticorps B, donc diminution du nombre de plasmocytes sécréteurs, et donc on a bien la réaction primaire comme on l'a vu précédemment. Bon. Donc voilà pour l'étude du taux plasmatique d'anticorps en fonction du temps qui permet de mettre en évidence une mémoire immunitaire. Donc là, les acteurs, c'était bien les lymphocytes B et les plasmocytes. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent se mettre en place. Lorsque l'on fait des expériences de rejet de greffe de peau, plus ou moins
rapidement. On verra que c'est plus ou moins rapide. Donc ce rejet de greffon, eh bien, on met en évidence également cette mémoire immunitaire, mais avec des acteurs différents, puisque là, on verra que ce sont plus des lymphocytes T cytotoxiques qui vont rejeter le greffon. Alors, pas que ça, mais dans l'expérience, c'est ce qu'on essaiera de mettre en évidence. Donc, on fait une première greffe au temps t égale 0. On a deux souris, une souris grise et une souris blanche. La souris grise, on va l'appeler grand A, et la souris blanche, on va l'appeler C1. La souris grise, grand A, est donneuse d'un greffon, et la greffe est faite sur un fragment de peau de la souris blanche receveuse C1. On s'aperçoit qu'au bout de 14 jours, il y a un rejet du greffon. La souris blanche C1, receveuse, n'a pas accepté le fragment de peau de la souris grise A. Si l'on fait une deuxième greffe, on a toujours notre souris blanche C1, receveuse, qui reçoit à nouveau un fragment de peau de la souris grise grand A. Donc on fait une greffe. Et on s'aperçoit que le greffon est rejeté encore une fois, mais cette fois-ci non pas en 14 jours, mais en 6 jours. Donc ça veut dire que cette souris blanche a mis en place au cours de la phase adaptative une mémoire immunitaire. Alors, on pourrait raisonner selon le même principe, c'est qu'on a, lors de la réaction innée qui a eu lieu au cours de la première greffe, eh bien, on imagine qu'il y a eu des cellules présentatrices de fragments de peau. Alors, évidemment, une cellule, c'est tout petit. Ça ne va pas transporter un fragment de peau, mais des éléments moléculaires en relation avec des fragments de peau. Et éléments moléculaires, c'est des molécules en fait qui sont antigéniques, donc on peut parler d'antigènes. Donc ça veut dire que la souris blanche, du moins ses lymphocytes, ont reconnu les antigènes de la souris grise. Et on imagine qu'au cours de cette phase adaptative, eh bien, une mémoire de cet antigène de peau de souris grise a été mise en place, ce qui pourrait expliquer que lors de la à l'issue de la deuxième greffe, eh bien, le rejet du greffon s'est fait en 6 jours et non plus 14, parce que la mémoire immunitaire a fait que le greffon a été rejeté beaucoup plus vite. Donc l'antigène correspondant donc à cette peau de souris grise a été rejeté rapidement. Alors maintenant, quels sont les acteurs de ce rejet? Alors, on peut imaginer que fragment de peau, c'est quoi? Eh bien, ce sont des cellules de peau. Donc on peut très bien imaginer que le greffon qui est rejeté correspond au rejet des cellules, à la destruction des cellules. Or, quels sont les acteurs de la réaction de l'immunité adaptative qui rejettent les cellules? Eh bien, ce sont les lymphocytes T cytotoxiques qui proviennent de la différenciation de lymphocytes T CD8. Et ces lymphocytes T CD8 avaient reconnu en fait l'antigène lorsque les cellules présentatrices ont présenté l'antigène lors de la réaction innée qui a eu lieu au cours de la première greffe. Donc ça veut dire qu'il y a eu sélection d'un clone de lymphocyte T CD8
qui a reconnu, grâce à des récepteurs T, l'antigène fixé lui-même sur le complexe, donc sur le CMH, de la cellule présentatrice de cet antigène. Donc il y a eu une phase de multiplication clonale très importante de ces lymphocytes T CD8. Certains ont gardé la mémoire immunitaire de cet antigène et d'autres se sont transformés en lymphocytes T cytotoxiques qui ont phagocyté les cellules porteuses entre guillemets de l'antigène correspondant aux antigènes de la souris grise A, évidemment. Et puis phagocytose, donc rejet du greffon automatiquement. Alors, donc ça c'est une première chose, hein, on a mis en évidence les acteurs qui sont les lymphocytes T cytotoxiques qui rejettent les cellules par apoptose. Donc ils font ce que l'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire. Hein. Mort cellulaire, puis ensuite phagocytose de cette cellule qui est morte, qui ne sert plus à rien. C'est du nettoyage en fait que font les lymphocytes T cytotoxiques. Autre greffe intéressante qui va nous montrer qu'il y a une spécificité. Troisième greffe, donc on a une souris beige donneuse grand B. On fait une greffe d'un fragment de peau sur la souris blanche receveuse C1. Eh bien, il y a un rejet du greffon en combien de temps à votre avis? 14 jours ou 6 jours? Eh bien, en 14 jours. Donc déjà, ça sous-entend que si on refait la greffe une deuxième fois, la réaction sera beaucoup plus rapide et donc le rejet se fera en 6 jours. Et on va raisonner de la même façon par rapport à précédemment, mais en disant que la souris beige donneuse grand B n'avait pas le même système antigénique que la souris grise grand A. Ça veut dire que la souris blanche a refait les étapes du système immunitaire inné, cellules présentatrices de l'antigène de la souris B, beige, donc fixation sur les lymphocytes T CD8 qui ont formé un clone de lymphocytes spécifique par rapport à cet antigène de la souris B. Et puis donc, augmentation très importante du nombre de ces lymphocytes T CD8 et en même temps, et ensuite il y a eu donc une séparation en deux, on va dire, mémoire d'une part de lymphocytes T CD8 et d'autre part, transformation, spécialisation cellulaire, donc transformation de certains lymphocytes T CD8 en lymphocytes T cytotoxiques qui ont détruit, qui ont rejeté les cellules du greffon. Donc qui ont fait l'apoptose de ces cellules, donc destruction, donc la mort des cellules, puis ensuite phagocytose de la part de certaines cellules phagocytaires. Alors, on fait une autre greffe. On prend la souris blanche C1 qui a reçu une première greffe de peau de la souris grand A. Et puis, on prélève les lymphocytes T dans la rate de cette cellule, de cette souris blanche C1, qui a donc reçu une première greffe de peau grand A. Et on fait la greffe d'un fragment de peau de la souris grise grand A chez une souris naïve receveuse C2.
et on s'aperçoit qu'il y a un rejet du greffon au bout de 6 jours. Donc la souris blanche receveuse C2 a rejeté le greffon au bout de 6 jours, et non pas au bout de 14 jours. Donc ça veut dire qu'il y avait dans la rate des lymphocytes T qui étaient capables de reconnaître l'antigène de la souris donneuse grand A. Les antigènes de la souris donneuse grand A, donc de la souris grise grand A. Donc ça veut dire que c'est au niveau de la rate, par exemple, que se sont formés au cours de la réaction adaptative, lors de la première greffe, en fait, eh bien, se sont formés donc des lymphocytes T cytotoxiques et donc indirectement un lymphocyte T CD8 mémoire. TCD8, oui. Donc ils ont formé la mémoire immunitaire qui a permis de reconnaître le greffon beaucoup plus rapidement lors de cette dernière expérience de greffe. Donc là, voilà les acteurs. Tout à l'heure, on avait mis comme acteurs les plasmocytes et les lymphocytes B pour produire les anticorps, anti-A par exemple, ou anti-B. Et là, on a mis en évidence les acteurs qui sont les lymphocytes T CD8 et indirectement les lymphocytes T cytotoxiques qui ont détruit les cellules par apoptose. Enfin, pas par apoptose, mais qui ont fait l'apoptose des cellules. De la peau, donc au cours de la greffe de peau, eh bien, les cellules ont été détruites. Oh. Alors, quel est le support cellulaire de la mémoire immunitaire? Alors, on en a déjà parlé un petit peu, support cellulaire de la mémoire immunitaire. Lymphocyte B, plasmocyte, lymphocyte T CD8, lymphocyte T cytotoxique. Mais il y a également d'autres lymphocytes T, CD4, qui sont capables de sécréter des interleukines également. Alors, essayons de voir, donc de comprendre le support cellulaire de la mémoire immunitaire. Disons que dans le corps humain, il y a un pool, P-O-O-L, de lymphocytes qui sont très divers. C'est un peu comme si vous aviez des billes, par exemple, de couleurs différentes. Vous avez des bleus, des verts, des oranges, des jaunes, des rouges. Bien, chaque couleur, en fait, correspond à des lymphocytes qui sont capables, donc qui sont spécifiques d'un antigène particulier et qui sont capables de reconnaître un antigène particulier. Par exemple, vous avez un pool de lymphocytes bleus, par exemple, ou roses, on va dire, qui sont capables de reconnaître un antigène qui se fixerait de manière spécifique sur des lymphocytes roses, par exemple. Ça veut dire que les lymphocytes B ne fixeraient pas l'antigène qui ne se fixe, lui, que sur les lymphocytes roses. Donc si on fait, à partir de ce pool de lymphocytes divers, si l'on établit un premier contact avec l'antigène, eh bien on a une sélection des lymphocytes, de certains lymphocytes spécifiques de la reconnaissance de l'antigène particulier. Donc il y a activation des seuls lymphocytes spécifiques de l'antigène. Et là, on va mettre en évidence donc d'une part une réaction primaire, puis ensuite une réaction secondaire, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, c'est le même principe.
eh bien, il va y avoir au cours de la réponse primaire eh bien, une multiplication des lymphocytes qui ont reconnu l'antigène particulier et également une différenciation en cellules qui sont capables de donner, par exemple, alors, quand je dis par exemple, on prend les lymphocytes B, différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, sécréteurs d'anticorps, multiplication et différenciation des lymphocytes T, CD4 pour produire des lymphocytes T auxiliaires sécréteurs d'interleukines, et multiplication et différenciation de lymphocytes T CD8 qui sont capables de se différencier en lymphocytes T cytotoxiques. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un premier contact avec l'antigène, on a une activation, donc une sélection clonale en fait, des seuls lymphocytes spécifiques de l'antigène particulier injecté. Et ensuite, cela induit une multiplication très importante de ces lymphocytes T, CD8 et TCD4 et lymphocyte B également. Et la différenciation, comme je viens de vous le dire, également se fait pour que l'action contre l'antigène soit efficace et détruise l'antigène particulier. Tandis qu'en parallèle, il y a une mise en mémoire de l'antigène de la part de lymphocyte B, de lymphocyte T CD8, de lymphocyte T CD4. Donc ça veut dire qu'on a des cellules mémoire qui se mettent en place et ces cellules mémoire ont une durée de vie relativement longue. Si bien que lorsqu'il y a un deuxième contact avec l'antigène, et là on parlera de réponse secondaire, eh bien la multiplication et la différenciation de ces différents acteurs dont nous venons de parler se fait de manière très importante à partir de la mémoire qui a été mise en place par des cellules mémoire, entre guillemets. Donc ça veut dire que ces cellules mémoire vont à leur tour réagir très rapidement et ce pool de cellules mémoire, en fait, avec trois types de lymphocytes, eh bien, vont se multiplier à nouveau de manière très active par division cellulaire que l'on appelle les mitoses. Les différenciations vont se faire de manière très active également. Et puis, lors du deuxième contact avec l'antigène, eh bien celui-ci sera éliminé beaucoup plus rapidement. Donc on a ce que l'on appelle des cellules qui vont effectuer des réactions pour détruire l'antigène, donc ce sont des cellules effectrices, et à chaque fois on a également des cellules mémoire qui se mettent en place par multiplication très active et donc mise en place donc d'une mémoire immunitaire. Donc si on active donc l'activation de clones de lymphocytes B et ou de lymphocytes T, CD8 et T, CD4 par un antigène, va se traduire par une prolifération, puis par une différenciation clonale qui va conduire à former un très grand nombre de cellules effectrices, donc qui seront, comme je vous l'ai dit, les plasmocytes, les lymphocytes T cytotoxiques et les lymphocytes T auxiliaires. Les lymphocytes T cytotoxiques vont détruire les cellules qui ne servent plus à rien ou qui ont été en contact avec l'antigène par apoptose. Donc ils vont faire l'apoptose, c'est-à-dire et puis ensuite la phagocytose. Les lymphocytes T auxiliaires, eux, vont produire des interleukines qui vont agir sur tous les acteurs, sur tous les lymphocytes en fait, qui sont en relation avec la phase adaptative. Et puis, on s'aperçoit que plus de 90% des cellules meurent après quelques jours ou quelques semaines suite à leur différenciation. Donc après avoir détruit les antigènes contre lesquels elles étaient dirigées, eh bien, ces cellules sont devenues inutiles et par conséquent, les lymphocytes T cytotoxiques vont les détruire
si elles ne servent plus à rien, la phagocytose va se mettre en place de la part des cellules phagocytaires, etc., etc. Donc on va faire un grand nettoyage. La prolifération clonale, elle engendre également des cellules que l'on appelle des cellules mémoire, qui vont persister longtemps dans l'organisme, qui peuvent persister plusieurs années, en fait, pour certains, comme on atteste le fait que certaines maladies infectieuses ne se déclarent qu'une seule fois au cours de la vie. Certains plasmocytes, certains lymphocytes T cytotoxiques et certains lymphocytes T auxiliaires peuvent acquérir le statut de cellules mémoire à longue durée de vie et persister également dans la moelle osseuse de la rate. Ensuite, essayons de voir quelques caractéristiques des cellules mémoire. Eh bien, les lymphocytes mémoire vont présenter des différences avec les lymphocytes naïfs, concernant également aussi bien leur fonction que les molécules qu'ils fabriquent. Les cellules mémoire sont nombreuses, elles sont dotées de propriétés absentes chez les lymphocytes naïfs, qui sont des cellules qui sont peu actives et qui sont, on va dire, dormantes. Concernant les lymphocytes naïfs, et on verra ensuite les lymphocytes B mémoire et les lymphocytes T mémoire, donc lymphocytes naïfs, eh bien ce sont des cellules qui sont dormantes et qui ne sécrètent pas de molécules effectrices. Elles prolifèrent 4 à 7 jours après un contact avec l'antigène qui leur est spécifique. Leur durée de vie est courte, en jours ou en semaines seulement. Autrement dit, ce sont des cellules qui servent à rien. Lymphocytes naïfs. Il y a également des lymphocytes B mémoire. Ce sont des cellules qui sont au repos, mais qui sont réactives si jamais un antigène spécifique venait à être présenté. Leur prolifération peut être rapide, de 1 à 3 jours, en cas de contact avec l'antigène dont ils sont spécifiques évidemment. Leur durée de vie est relativement longue et il y a une autorégénération jusqu'à la mort de la personne. Et ensuite les lymphocytes T mémoire, donc aussi bien TCD8 que TCD4, ils ont la capacité, pour certains en tout cas, de sécréter ce que l'on appelle des perforines et des granzymes. Ils ont une forte capacité de prolifération et leur durée de vie est longue et l'autorégénération est possible en dizaines d'années. Donc, nous avons mis en évidence quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est que la vaccination. Donc, pour ce cours-là, je ne vous parle pas vraiment de vaccination, je vous ai donné simplement les éléments qui vont dans un autre cours nous permettre de comprendre ce que c'est que la vaccination. Là, simplement pour vous permettre de réfléchir, de dire c'est quoi la vaccination, est-ce que c'est dangereux, c'est quoi le principe, quels sont les acteurs, etc. Donc on a pu comparer les caractéristiques des réponses primaires et secondaires pour chacune des expériences que nous avons décrites ensemble. Et on a pu déterminer la nature et les caractéristiques des cellules qui étaient impliquées. Donc voilà, pour cette première étape concernant la vaccination, et on verra également que ce système immunitaire est doué de mémoire. En fait, on ne va pas le voir puisqu'on l'a déjà vu, mais on verra la surprise dans un autre cours qui va nous amener tout doucement à bien comprendre ce que c'est que la vaccination. Le cours est terminé. Merci.